Et 10 mois d'audience, le verdict est tombé. Il a été lu depuis plusieurs minutes par le tribunal dans le procès des attentats du 13 novembre qui a fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis. Raphaël Maillochon, vous êtes journaliste police-justice TF1 LCI. Quel est le verdict ce soir? Alors, le verdict est toujours en train d'être lu par le président de cette cour d'assises spécialement composée. L'information à retenir, effectivement, c'est la condamnation de Salah Abdeslam à la perpétuité incompressible. C'est une mesure extrêmement rare puisque c'est la 5e fois en France que la justice prononce cette peine. Concrètement, c'est la peine la plus lourde prévue par le code pénal, aucune possibilité d'aménagement de peine. Il devra attendre, Salah Abdeslam, 30 ans avant de faire une demande de remise en liberté qui sera étudiée par 5 magistrats professionnels. Donc Salah Abdeslam condamné à la perpétuité, perpétuité incompressible. Ce que l'on a appris aussi de ce verdict, c'est que Mohamed Abrini, lui a été condamné à la perpétuité avec une période de sûreté fixée à 22 ans. Mohamed Abrini, c'est l'homme qui était surnommé l'homme au chapeau, qui avait pris la fuite lors des attentats de Bruxelles en mars 2016. On avait appris en tout cas à l'audience qu'il avait pris part aux préparatifs des attaques parisiennes. Il a reconnu qu'il avait prévu, qu'il devait participer à ces attaques terroristes du 13 novembre, mais qu'il avait renoncé à ces attaques quelques temps avant. Il y a aussi Oussama Krayem, condamné à 30 ans de prison avec une peine de sûreté fixée aux 2/3 de la peine. Oussama Krayem, c'est ce Suédois de 29 ans que l'accusation avait la certitude qu'il était un combattant, je cite, aguerri de l'État islamique. Et puis, dernière information qui nous remonte, parce que je vous rappelle que le verdict est toujours en train d'être lu par le président de la cour d'assises, c'est Mohamed Bakali, condamné lui à 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux 2/3 de la peine. C'est Mohamed Bakali, c'est le belgeo-marocain de 35 ans qui est soupçonné d'être l'homme de confiance des logisticiens qui auraient en tout cas participé notamment à fournir des planques et également des voitures aux terroristes. Raphaël, c'était un procès hors norme, ce qui a pris, on l'a dit, 10 mois pour un événement extrêmement traumatisant, extrêmement marquant, qui a fait suite évidemment à l'attaque de Charlie, aux attentats de l'Hypercacher, mais qui était dans la même année, qui a fait 130 morts, qui a marqué une génération. On se souvient des discours, on se souvient des hommages aux victimes, place des Invalides. C'est un moment très, très émouvant et très important pour les familles de victimes, pour les parties civiles qui sont venues chaque jour pendant ces 10 mois raconter et aussi écouter des défenses qui ont parfois qui ont beaucoup varié aussi pendant ces 10 mois d'audience. Oui, vous l'avez dit. D'abord, je vais évoquer la défense effectivement de Salah Abdeslam. Lors des premiers jours, Salah Abdeslam s'était d'abord présenté comme un combattant de l'État islamique, juste avant, il y a quelques jours seulement, de formuler des excuses en direction des parties civiles, des familles de ces victimes. Donc une ambivalence effectivement dans la défense de Salah Abdeslam. Pour revenir sur ce procès, effectivement, c'est un procès historique pour la justice en France, procès historique car depuis l'après-guerre, la justice française n'avait pas organisé et tenu un procès d'une telle ampleur. Il se fixait, il s'est tenu, il se tient d'ailleurs parce que le verdict est toujours en train d'être lu par le président, en plein cœur de la capitale, dans l'ancien palais de justice. Vous découvrez ces images avec cette salle de plusieurs dizaines de mètres de longueur, spécialement créée, montée de toutes pièces pour ce procès. Procès hors norme à plusieurs égards. Je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, 10 mois d'audience, 148 jours d'audience, 2 jours de délibéré où les magistrats professionnels ont été confinés dans un endroit tenu secret, une caserne, nous dit-on, pour arriver à la lecture de ce verdict. Un verdict qui fait 120 pages, qui est encore lu par le président. 20 accusés, mais seulement 14 présents dans le box, car 6 sont en tout cas présumés morts, notamment du côté de la Syrie. 4000 rescapés, 2600 parties civiles, 330 avocats qui se sont là encore mis d'accord pour ne pas avoir une plaidoirie les uns après les autres. Il y a eu des plaidoiries communes où ils ont pu reprendre quelques thèmes, quelques points
fort de ce procès, un dossier d'instruction également qui fait quasiment 1 million de pages et un dispositif de sécurité enfin hors norme, car chaque jour lors de ce procès, 148 jours, je le rappelle, eh bien, il y avait des gendarmes mobiles, des policiers également qui étaient positionnés en plein cœur de la capitale. Et il fallait montrer patte blanche pour arriver jusqu'à cette salle de procès, donc, qui est, vous le voyez juste à côté de l'image, où nous vivons ces moments historiques, ces dernières minutes du procès du 13 novembre. Oui, c'était un procès très particulier parce que la question c'était de ne pas être esclave, entre guillemets, de sa passion, mais de rendre la justice, une justice d'une société civilisée, où le droit est supérieur à l'idéologie mortifère. L'enjeu, c'était de montrer que nos principes démocratiques étaient supérieurs et continuaient de régner, que ce n'était pas justement la vengeance, que ce procès n'était pas une vengeance, que ce procès, il était fondé sur des principes de droit. Et c'est pour ça que la défense a eu largement, bien sûr, et c'est normal, la parole, qu'il y a eu des évolutions dans les différentes thèses, puisque... Voilà, on va écouter tout de suite Jean Reynard, un des avocats de la partie civile, qui prend la parole à l'instant pour réagir. Un appel, je suppose, de certains accusés. Je pense que les peines qui ont été prononcées l'ont été suffisamment avec intelligence et modulation pour inviter que peu de personnes à faire appel. Vous avez bien compris que les petits délinquants ne feront pas appel, bien évidemment, parce qu'ils sont en liberté et ils quitteront le territoire français. Je pense qu'effectivement, dans le cas des peines très lourdes, qui ont été prononcées certainement avec raison, il y aura un appel et on aura l'occasion de se retrouver et rediscuter. Voilà. C'est Reinhardt, R-E-I-N-H-R-T. Je suis avocat de 13-11-15, Fraternité et Vérité. Merci. Voilà, donc un des avocats principaux de la défense qui prend la parole à l'instant. On entendra, donc ça veut dire qu'il y aura des appels, Raphaël, oui. Raphaël Maillochon, ça veut dire qu'il y aura des appels. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. On parlait juste avant d'écouter cet avocat des parties civiles, du principe qui allait au-delà de l'idéologie mortifère de l'État islamique, de ce principe de rendre justice. C'était en novembre 2015, bientôt 7 ans. C'est mort sur les terrasses et également au Bataclan, en plein cœur de la capitale. Et malgré tout cela, il y a eu cette cour d'assises spécialement composée, je le rappelle, cette fois-ci, sans juré populaire, c'est-à-dire sans vous et moi, sans des citoyens tirés au sort sur les listes électorales, mais uniquement avec des magistrats professionnels qui, pendant ces 10 mois, ces 148 jours d'audience, ont rendu la justice. Il y a eu bien évidemment les plaidoiries des avocats des parties civiles. On a écouté de nombreux témoins, des acteurs, qu'ils soient des acteurs institutionnels, des forces de l'ordre ou des témoins, des riverains et des témoins de ces scènes macabres. Et puis également les plaidoiries des avocats de tous ces accusés. Je le rappelle, ils étaient 20 à être jugés, 6 sont présumés morts, donc ils sont jugés en leur absence, car la justice n'a aucune certitude sur le décès de ces 6 personnages-là. Mais pour les 14 qui étaient dans le box, ils ont pu avoir la parole. Leurs avocats, en tout cas, ont pris la parole. Certains accusés se sont mutés dans le silence très rapidement. Et puis, il y a eu cette défense, encore une fois, cette ambivalence dans la défense de Salah Abdeslam, qui au départ, je le rappelle, s'était targué d'être un combattant de l'État islamique, qui avait refusé en tout cas ses conditions de détention. Ça avait fait beaucoup parler au début du procès. Il avait eu ce terme en disant « je suis traité comme un chien depuis 6 ans et depuis ma détention ». Et puis à la fin, en tout cas, les témoins de ces longues journées d'audience nous ont rapporté ces excuses de Salah Abdeslam, à la fois envers les victimes, mais également toutes les parties civiles prenantes à ce procès historique. Raphaël, c'est vrai que la défense de Salah Abdeslam, au début, elle a été très différente. Il y a d'abord eu le silence total. Ensuite, il y a eu les déclarations très idéologiques. Ensuite, il y a eu une vraie évolution, entre guillemets, où il a dit finalement, je ne me suis pas fait sauter, donc je n'ai pas tué, donc je ne suis pas coupable au même titre que les autres. Et ce soir, dans le verdict, il y a des détails. Et dans un des détails du verdict, il y a le fait que le gilet qui devait sauter, en fait,
n'était pas en fonctionnement. Ça n'est pas la décision d'Abdeslam, c'est ce que disent les juges, c'est ce que dit le tribunal ce soir. Contrairement à ce qu'il a affirmé, ça n'est pas sa décision. Son gilet n'a pas fonctionné. Et donc, sa culpabilité reste établie, ou en tout cas a été établie par le verdict ce soir. Oui, la version que nous avons entendue, largement relayée par Salah Abdeslam, lors du procès, quand il avait évoqué avoir, je cite, renoncé à actionner sa ceinture terroriste qui avait été retrouvée dans une poubelle, eh bien visiblement n'a pas convaincu la Cour, puisque là, ils disent la ceinture explosive la ceinture explosive n'était pas fonctionnelle. Cela remet en tout cas toutes les déclarations concernant le renoncement de Salah Abdeslam, note le président de la Cour. Donc on le voit, sa défense, il y a une ambivalence dans sa défense. Je suis un combattant. Et puis plus tard, au bout de 10 mois de procès, Salah Abdeslam dit qu'il présente ses excuses. Et également dans ses justifications, lorsqu'il est interrogé précisément sur les faits. D'abord en disant qu'il a renoncé par humanité à ne pas déclencher sa ceinture explosive dans un café du 18e arrondissement de la capitale. Et puis ensuite, on se rend compte lors de l'énoncé de ce verdict qui fait 120 pages et dont le président a lu un résumé ce soir, eh bien, il y a ce côté, la ceinture de Salah Abdeslam n'était pas fonctionnelle. Il y a un questionnement, en tout cas, qui se fait sur est-ce qu'il a vraiment renoncé ou est-ce que sa ceinture explosive n'a pas explosé ce soir-là. On écoute le président de l'association Life for Paris. Comment il faut l'interpréter, le fait d'être présent dans cette salle d'audience pour entendre le verdict? Moi, je crois que si les victimes voulaient être dans la salle d'audience aujourd'hui, c'était pas tant pour voir les accusés que pour être tout ensemble. Et ça a été ça le message depuis 6 ans et demi. C'est pour ça qu'il y a des associations. C'est pour être ensemble, parce que le chemin face à cette horreur, en fait, ça a été de se reconstruire en groupe et pas individuellement. Et donc on avait besoin de se sentir, de se serrer les coudes et d'entendre ce que la justice avait à nous dire pas après 10 mois en fait, après 6 ans et demi, de l'entendre tous ensemble. Bien sûr. Franchement, je savais qu'on allait me demander sur l'après et j'avais aucune idée en venant et j'en ai encore moins maintenant. Moi, j'ai quand même l'impression d'un immense gâchis, quoi. On envoie des gens en prison, il y a eu plus de 130 morts et la justice, elle vient évidemment réparer l'innommable. Mais en réparant, on revient pas en arrière. Et donc, avant de penser l'après, je vais déjà digérer le fait que, quelque part, on a fini une première boucle. Maintenant, il faut penser la suite. J'espère quand même pouvoir conjuguer le mot victime au passé. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end ? Ce week-end, je pense que je vais dormir. Et je pense que je vais faire ça jusqu'au mois de septembre. Et au mois de septembre, je me demanderai ce que je fais du reste de ma vie. Mais c'est une question qu'on se pose tous les jours depuis 6 ans et demi. Et là, on a une brique de plus pour y répondre. Mais je pense pas que je vais lire les 120 pages ce soir, si c'est ça la question. Merci. Ouais. Vous voulez en anglais? Ouais, si vous voulez. I don't know how I feel. I just feel like I'm here. Voilà, donc c'était l'association Life for Paris. C'est très important. Se reconstruire collectivement, pas individuellement. Ça ne fait pas 10 mois qu'on vit cela, ça fait 6 ans et demi. Ce procès, il est historique, il est exceptionnel, mais ce que vivent les victimes, ce qu'elles ont vécu depuis le 13 novembre, les familles de victimes, ça fait 6 ans et demi qu'elles le vivent. Et donc ce procès, il avait aussi une forme de vertu un peu thérapeutique. Et à l'instant, le président de l'association Life for Paris dit « Maintenant, je vais dormir. Et maintenant, je verrai ce que je ferai après. » C'était un objectif aussi, ce procès. Mais c'était pas une fin en soi, mais c'était un événement dans un processus profond de reconstruction après ce traumatisme et après cet acte de terrorisme gigantesque qui a touché la société française et qui peut-être a été, pas oublié, mais enfoui, refoulé par une grande partie de la société française et qui ressurgit d'une autre façon. On peut en parler après en politique, dans les votes, dans les événements politiques, il peut y avoir le ressurgissement de ce traumatisme, mais en l'occurrence, voilà les mots
des sociétés, des associations de victimes ce soir. On va être en direct dans un instant avec Daniel Pseny, qui était journaliste au Monde et qui était un des riverains du Bataclan et qui va réagir pour nous quand on me dira qu'il est avec nous pour commenter ce verdict qui continue d'être lu. Peut-être, Raphaël, vous avez des choses nouvelles ? Oui, alors les informations qui nous parviennent avec cette information, vous pouvez lire au bas de l'écran, réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. Salah Abdeslam, un seul membre du commando encore en vie. Alors c'est la peine la plus lourde qui est prévue par le code pénal français. C'est, avec cette nouvelle condamnation, à la 5e fois qu'en France une telle peine est prononcée, c'est-à-dire que Salah Abdeslam ne pourra pas bénéficier d'aménagement de peine, qu'il devra attendre 30 ans avant de formuler une demande de remise en liberté, demande qui sera étudiée par 5 magistrats professionnels. Elle a été utilisée, cette peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible, à 4 reprises ces 30 dernières années. Salah Abdeslam, je disais, c'était le 30e. Il y a également la condamnation de Mohamed Bakali à 30 ans de réclusion criminelle avec une sûreté aux 2/3 de la peine. Il y a également, je reprends mes notes, d'autres personnages qui ont été... On va revenir avec vous, mais Daniel Pseny est avec nous en direct. Il a été même blessé pendant évidemment cet attentat et cette soirée tragique dont nous nous souvenons tous, évidemment, que nous avons tous vécu. Comment vous vivez ce soir ce verdict et ce procès historique qui prend fin ce soir ? Écoutez, on s'attendait quand même plutôt au verdict. Enfin, c'était clair. La seule question qui se posait, c'était sur la peine incompressible de Salah Abdeslam. Alors, personnellement, moi, je n'étais pas pour cette peine incompressible parce que je pense que c'est une peine de mort lente. La peine de mort a été abrogée il y a 40 ans en France et cette condamnation sans espoir, en fait, puisque c'est 30 ans incompressibles et de fait, ça sera à perpétuité, la vraie perpétuité. Donc, c'est une question, moi, que je me pose. C'est une forme de mort blanche très compliquée. Nous, on a pu démontrer pendant tous ces 9 mois l'état de droit, la démocratie, la tolérance par rapport à la barbarie. Et je pense que c'est la grande leçon de ce procès, qui sera un procès historique, comme beaucoup l'ont dit, et de fait montre que face à la barbarie, il faut appliquer les justes peines. Alors, est-ce que c'est une juste peine d'avoir une perpétuité incompressible ? C'est une question. Les avocats de Salah Abdeslam ont plaidé contre la peine incompressible et ils avaient dit quelque chose de très important, c'était juger, c'est comprendre. Et le problème, c'est de savoir est-ce qu'on a compris tout, là, est-ce qu'on a, il y a des zones d'ombre qui demeurent, et donc voilà, c'est un jugement, il est ce qu'il est, on le respecte et ça a été fait dans les formes et la justice s'est passé, comme on dit, simplement, voilà, il y a une interrogation, mais je pense que ce verdict satisfera beaucoup de gens, il n'y a aucun problème. On peut émettre pas un regret, mais enfin une petite humanité, disons, dans ce procès qui permettait d'avoir aux accusés, en général, mais surtout à Salah Abdeslam, un peu de visibilité, disons. Restez avec nous, Daniel Pseny. On va aller au Palais Justice retrouver Alexandra Guillet. La lecture du verdict est terminée, Alexandra ? Oui, ce verdict est terminé. En fait, il a débuté avec pas mal de retard, vers 20h, et il a duré environ 1 heure. Un verdict qui s'est déroulé devant une salle d'audience archi-comble, et il faut le dire, dans un silence de plomb. La Cour d'assises spéciale de Paris, qui a donc reconnu coupable 19 des 20 accusés dans ce procès, et a prononcé des peines allant de 2 ans jusqu'à la perpétuité. Alors, parmi ces condamnations, on retiendra évidemment celle de Salah Abdeslam, le dernier survivant du commando de Paris, qui a été condamné, comme cela avait été requis, à la perpétuité incompressible. Il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes. Il a été également reconnu coupable de meurtre en relation avec une entreprise terroriste, parce que l'ensemble des cibles devant être reconnues comme une seule et même scène de crime, a expliqué le président de la Cour d'assises, et par ailleurs la Cour qui a estimé que son gilet explosif
n'était pas fonctionnel, ce qui remettait en question ses déclarations, notamment quant à son renoncement, Salah Abdeslam, qui est resté totalement impassible dans le box à l'énoncé de cette sentence. Comment ont réagi les autres accusés, les autres condamnés ce soir ? Alors, dans le box, pas énormément de réactions. Et je ne vous cache pas qu'il y a aussi un problème de technique ici, à la Cour d'assises de Paris, où dans toutes les salles de retransmission, à la fin de l'énoncé, eh bien, les écrans ont été coupés. Donc, il a fallu qu'on aille récupérer les informations. Donc, je n'ai pas vu en direct, à la fin, toutes les réactions des accusés. Mais ce verdict, il est évidemment sévère. Il est un peu moins sévère que le réquisitoire. Mais enfin, les peines sont quand même assez lourdes. On retiendra également, par exemple, la peine de Mohamed Abrini, l'homme au chapeau qui a reconnu avoir fait partie des commandos des attentats, qui a été condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Et on notera également que donc sur les 20 accusés, il y en a un qui n'a pas été condamné pour tous les faits reprochés, c'est Farid Karkash. Farid Karkash, il était poursuivi notamment pour avoir fourni des faux papiers, et la Cour a estimé que le lien, sa connaissance d'une entreprise terroriste n'était pas prouvée, et il a écopé de la peine la plus légère puisqu'il s'en sort avec 2 ans de prison. Merci beaucoup Alexandra Guillet. Donc évidemment, si vous avez d'autres choses aussi, des prises de parole que se poursuivez, on le voit dans ce palais de justice de Paris. Un certain nombre de personnes prennent la parole. Raphaël, vous nous avez rejoint sur le plateau. Nos invités sont toujours là. Benjamin Haddad, vice-amiral de la Garaï, et Samantha de Bendern. Juste un mot, vous me disiez, c'est ça la guerre, hein ? Oui, ce Bataclan, c'est l'atroce résultat d'une guerre asymétrique, c'est-à-dire une entreprise terroriste. D'ailleurs, nous sommes toujours sous ces menaces-là. Et nous voyons maintenant en Ukraine ce qu'est une véritable guerre. C'est-à-dire, c'est la même chose, en encore plus grand, encore plus atroce. Et nos sociétés doivent bien se rendre compte que la guerre est toujours là et que ce souvenir du Bataclan dont vous avez souligné qu'il s'estompait peut-être un peu, doit rester présent dans nos mémoires et doit nous permettre aussi, et permettre à la représentation nationale, j'en profite puisque vous êtes là, monsieur le député, de réfléchir profondément sur ce que c'est que défendre les citoyens, qui est de la première charge, si vous voulez, de nos gouvernants, et comment il faut le faire, et avec quelle anticipation. Alors, on va écouter un des avocats des parties civiles qui s'exprime à l'instant. Que les débats, effectivement, ont amené des éléments nouveaux par rapport au dossier initial, et qu'on a ce soir une réelle individualisation de la peine. Moi, je crois que ce sont deux choses différentes. J'ai pas la sensation, j'ai pas le sentiment que les débats, en tout cas que la Cour, et que les débats nous ont montré qu'il y avait des éléments nouveaux qui pouvaient être pris en considération, sauf peut-être pour une personne, M. Karkash, qui lui se voit condamné pour une seule association de malfaiteurs et non terroriste. Je pense que c'est véritablement, au contraire, au contraire de ces faits nouveaux, ces éléments nouveaux, de l'individualisation des peines, qui prend en considération ce qui a déjà été accompli, le positionnement des uns et des autres pendant ces 9 mois, la manière dont ils ont pu s'exprimer, se raconter non seulement leur rapport aux faits, mais également leur rapport à la vie, leur rapport à leur personnalité, à leur passé, à leur famille, à ce qui les ancre définitivement et profondément dans cette humanité qu'on a autant de temps essayé de leur ôter simplement parce que c'était le procès des attentats du 13 novembre. C'est pas parce qu'effectivement on a autant de douleurs, de sang et d'innombrables victimes, 132 morts et des centaines de blessés, que ces individus qui ont comparu avec ces charges-là étaient tous des monstres et qu'ils étaient tous dénués d'humanité. Et je pense que les réponses qui ont été apportées, la réponse judiciaire qui a été apportée, cette individualisation, eh bien, elle leur rappelle un petit peu cette humanité sur ces bancs des accusés. Voilà, je précise évidemment que c'est un avocat d'un des accusés, Mohamed Amri, et pas évidemment des parties civiles, pardon. C'est donc l'avocat d'un des accusés ce soir. Hein. Oui, Mohamed Amri, belgeo-marocain, 33 ans, qui avait pris sa voiture pour aller chercher Salah Abdeslam à Paris dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, avec effectivement un autre homme, un autre co-accusé, Hamza Atou. On a entendu son avocat prendre la parole ce soir en direct. Benjamin Haddad, peut-être un mot sur cet épilogue, mais qui n'en est pas évidemment pour toutes les familles de victimes. Oui, non, ça n'en est pas, et ça n'en est pas pour nous non plus, qui n'oublions pas les victimes, qui n'oublions pas que cette guerre n'est pas terminée, que cette menace
existe toujours sur notre territoire et d'ailleurs à nos frontières. Et puis surtout un hommage, déjà un hommage à la justice pour ce travail qui a été fait dans une très grande rigueur entre les enquêteurs, les experts nombreux qui ont témoigné, et puis une pensée pour les parties civiles, les familles de victimes qui ont témoigné, qui ont participé aux audiences, qui ont revécu l'horreur souvent pour que justice soit faite. On les a entendus, donc vraiment moi je suis très admiratif de tout ce qu'ils ont fait ces derniers mois, ces dernières années, tout ce parcours pour que la justice fasse son travail et condamne les responsables. Oui, c'est un rappel, Samantha de Bendern, ce que vous nous disiez. On parlait de l'OTAN tout à l'heure. L'OTAN considère que le terrorisme reste un des dangers fondamentaux, des dangers principaux de notre monde d'aujourd'hui. Oui, dans ce nouveau concept stratégique, avec la Russie, dans le même paragraphe, le terrorisme est mentionné. Mais juste aussi pour vous dire, la résonance internationale de ce procès, c'est qu'au même moment où vous receviez les nouvelles, la BBC l'annonçait aussi, parce que le monde entier a été tellement choqué par ce qui s'est passé en France que ce n'est pas que la France aujourd'hui qui est concernée. C'est vraiment tous ceux qui ont été attaqués par le terrorisme ont vraiment vécu cette attaque du 13 novembre comme si c'était chez eux. Daniel Pseny, vous êtes toujours avec nous, merci beaucoup. Vous avez entendu l'avocat d'un des accusés. Il reconnaît que finalement il y a eu individualisation des peines et que c'est aussi ça le déroulement d'un procès dans une société démocratique où la justice fait son travail. Oui, la justice a fait son travail, elle l'a fait longuement, il y a eu une instruction très très longue, le procès a duré 10 mois, tout le monde a été entendu. À partir de là, c'est vrai que la justice passe d'une certaine manière. Il y a un groupe qui était de 14 accusés dans le box et 20 qui étaient accusés. À partir de là, chaque cas était individuel, était un groupe. Ça fait un groupe. Mais le jugement s'est fait par individualité et bien évidemment, les responsabilités sont beaucoup plus importantes pour certains. Et donc, on ne peut pas reprocher à la justice de ne pas avoir fait le travail. Là, c'est vraiment tout a été fait pour que ça soit mis sur la table. Il reste des zones d'ombre, c'est ce qu'on peut reprocher un petit peu. Tout n'a pas été dit. Et à partir de là, c'est un petit peu plus compliqué de savoir pourquoi le Bataclan a été visé, qui a commandé, quels étaient les autres complices, enfin, des donneurs d'ordre. Il reste quand même quelques zones d'ombre, mais le procès quand même a eu lieu. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, qui avez été blessé? Vous êtes un riverain du Bataclan, vous avez assisté à l'attentat et vous avez pris des balles perdues, vous avez été touché dans votre chair. Moi, personnellement, j'ai tourné la page. C'est-à-dire que j'ai un sentiment que quand je suis venu témoigner au mois d'octobre à la barre, dans cette cour spéciale constituée, pour moi, c'était effectivement déposé. C'est-à-dire, je m'étais beaucoup exprimé avant et donc j'avais expliqué les détails de tout ce qui s'était passé. J'étais un témoin, effectivement, qui avait vu ce qui s'était passé. J'avais même été blessé en conséquence. Simplement, c'est que moi, à partir de la mi-octobre, j'ai tourné la page, j'ai changé de vie. En gros, je ne suis plus à Paris, mais simplement, je reste attentif à tout ce qui se passe. Et comme on dit dans ces grands procès, dans ces grands moments de l'histoire, c'est ni pardon ni oubli. Et à partir de là, l'oubli, on peut l'avoir, mais il y a toujours une petite douleur, quelque chose qui vous rappelle que la douleur que vous avez, elle est due à une balle que vous avez prise dans la peau. Et l'oubli, jamais, parce que le pardon, jamais non plus, parce que ce qui s'est passé, il y a 132 morts, il y a eu une attaque terroriste et le terrorisme, on le combat. Et donc, à partir de là, quelle que soit la forme de combat, et le procès en est une aussi, c'est-à-dire dans nos sociétés démocratiques, on se bat démocratiquement. À partir de là, il y a eu un jugement, mais la force est revenue non pas à la barbarie, mais à la démocratie, à l'état de droit. Et ça, c'est le plus important pour tout le monde, je pense. Merci. Après, chacun peut vivre sa blessure. Merci infiniment de votre témoignage ce soir, Daniel Pseny. On va retrouver Arthur Desnouveaux, le président de l'association Life for Paris. Vous êtes en direct avec nous. Merci de répondre à nos questions. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir ? Vous êtes la 20e personne à me le demander. Je suis incapable de répondre en fait. Je sens un mélange d'un énorme soulagement, un mélange de grand vide, un mélange de beaucoup de questions, mais aussi une forme de fierté devant le fait qu'on ait réussi à aller au bout et qu'il me semble que le verdict qu'on a atteint est juste. Et donc j'ai l'impression d'avoir participé à quelque chose qui était beaucoup plus grand que moi, très modestement,
et que ça va me permettre d'avancer dans la vie. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, on a entendu Daniel Pseny, victime aussi, qui disait ni oubli ni pardon, mais qui en même temps a évoqué cette peine incompressible pour Abdeslam en disant c'est une mort blanche. La peine de prison à perpétuité avec peine de sûreté incompressible, c'est effectivement une mort blanche. C'est ce qui se rapproche le plus de la peine de mort. La vraie question, c'est de savoir s'il fallait la donner. Et honnêtement, on s'est donné 10 mois, on s'est donné 6 ans d'instruction, on s'est donné des heures d'interrogatoire pour qu'un jury de professionnels arrive à cette peine. Et donc, aussi dure qu'elle soit, elle est à mettre en regard de ce qu'a fait Salah Abdeslam. Et donc... ça ne me réjouit pas de voir tous ces gens partir en prison pour des très longues peines, mais c'est logique et ça vient en réponse à des atrocités qu'ont fait plus de 130 morts. Et donc voilà, il faut mettre les deux en lumière, mais évidemment tout ça est un énorme gâchis. Des gens qui, pour une idéologie islamiste complètement mortifère, ont décidé d'aller en tuer d'autres, se retrouvent à leur tour incarcérés pour des très longues peines. Rien de ça n'a vraiment de sens. Est-ce que vous avez parlé avec d'autres membres de votre association ce soir? Comment réagissent-ils? Écoutez, tous ceux à qui j'ai pu parler me disent qu'il va falloir lire les 120 pages de motivation. C'est beaucoup 120 pages, mais c'est très bien, ça va nous permettre de comprendre. Tous m'ont aussi dit qu'ils étaient contents que les 3 accusés qui comparaissent libres sortent tout en étant condamnés, que ça leur paraissait très juste. De la même manière qu'il nous paraît important de dire qu'un des accusés a vu sa qualification terroriste enlevée, c'est Farid Karkash pour les fausses cartes d'identité, et que ça, c'était aussi la preuve qu'on avait bien fait de se donner tout ce temps pour permettre de vraiment individualiser les peines et arriver à quelque chose de juste. Voilà, donc c'est le sentiment que justice est rendue ce soir, même si on a entendu des avocats de certains accusés annoncer qu'ils feraient appel, ou aussi des avocats de partie civile disant qu'ils allaient voir et bien examiner pour voir s'il n'y avait pas des appels possibles pour certains des accusés. Ouais, alors les avocats de partie civile ne peuvent pas faire appel, c'est le parquet qui peut, donc ils vont toujours parler devant la presse, mais ils ne pourront pas le faire. En revanche, pour les avocats des accusés, j'entends qu'ils puissent vouloir faire appel. Ça fait aussi partie du processus de justice, c'est la première instance. Et donc c'est leur droit. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça apportera quelque chose à leurs clients? C'est à eux de voir, mais on a toujours respecté le processus judiciaire et on respectera évidemment la faculté d'appel de tous les accusés. Ce soir, on a entendu Daniel Pseny nous dire pour moi la page a été tournée, il a changé de vie, il a été vraiment très attentif au déroulement du procès. Beaucoup autour de vous ont changé de vie, ont avancé quand même malgré cela, ou alors est-ce que c'est maintenant que ça va commencer un vrai changement, une véritable avancée après ce traumatisme qu'on peut même pas qualifier? Écoutez, moi je sens un vrai mouvement qui est en train de s'opérer. Alors il y en a qui ont pris de l'avance, il y en a qui partiront sûrement après, mais en tout cas ce procès nous a mis en mouvement et nous a mis dans un mouvement qui est comment est-ce qu'on fait notre vie en parlant moins du 13 novembre, peut-être en réussissant à se dire qu'on a laissé ça complètement derrière nous. Et donc le mouvement il est là, il n'y a aucun doute, il est un peu différent chez chacun, mais il est en cours et il va dans le bon sens. Et je pense que le verdict de ce soir va être un formidable catalyseur et que ça va accélérer beaucoup de choses. Il faudra voir dans quelques mois. En général, on se fait interroger autour des commémorations du 13 novembre. À ce moment-là, on sera mieux capable de vous répondre sur ce qui a vraiment bougé. Merci beaucoup. Merci Arthur Desnouveaux, merci. Nous sommes avec Samia Maktouf, qui est l'avocate de 42 familles de victimes, qui est une avocate bien sûr très engagée dans la lutte contre le terrorisme, depuis le début de la vague terroriste. Vous avez été auprès de la mère des victimes de Mohamed Merah, en l'occurrence. Et voilà, et aussi une actrice de ce procès. Comment vous vous sentez ce soir? Bonsoir Madame Rotelkirch. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est un soulagement au bout de 10 mois d'audience, de plaidoirie, de moments intenses, durs, douloureux. C'est dans le cadre d'un procès inédit, d'un procès historique, d'un procès exceptionnel. Mais ce procès est pour autant ordinaire puisqu'il a permis le respect des droits de la défense, un verdict exemplaire, un verdict mesuré, équilibré, un verdict dans lequel la Cour
a eu beaucoup de courage. Je voudrais saluer le courage de cette cour parce que elle est allée, en fait, elle a fait une analyse pertinente dans une motivation. Le président de la cour expliquait qu'elle fait 120 pages, un verdict motivé, un verdict mesuré et prenant en compte les rôles respectifs de chacun. La preuve, c'est que pour certains accusés, le parquet n'a pas été suivi. Ça a été même diminué. Je parle de Carcache, celui qui avait fait les faux papiers pour permettre l'entrée de certains terroristes dans la vague des immigrés, parce qu'il a été établi qu'ils n'avaient pas connaissance de ce projet diabolique. Par ailleurs, et d'un autre côté, pour les 5 peines de perpétuité, c'était pour les 5 personnes où il a été établi un rôle déterminant, non seulement dans la préparation, mais dans l'exécution, et en tant que complice. Et pour ce qui est de Salah Abdeslam, ce qui a été retenu, c'est son rôle de co-auteur, ce qui explique le fait qu'il soit que la peine soit la plus lourde, à savoir une peine de 30 ans incompressible, et c'est ce qui veut dire que pendant 30 ans, il ne pourra pas bénéficier d'un quelconque aménagement de cette peine. Et la raison pour laquelle cette peine extrêmement lourde a été retenue, c'est très simplement parce que la Cour, très courageusement, a retenu le fait qu'il y a eu attentat ou homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et c'est en cela que c'est courageux. Comment ont réagi les partis civils que vous avez défendus, les familles de victimes ce soir ? Écoutez, je vais vous dire, il n'y a pas de triomphalisme, c'est un soulagement. C'est ça ce que je voudrais insister sur ça. Ce n'est pas la loi de Talion qui était demandée à être appliquée. Ce qui a été demandé, c'est qu'on qualifie ces faits qui sont d'une extrême gravité, qu'ils soient punis dans notre société. La seule punition, c'est la prison, et cette peine de prison a été individualisée. Je voudrais également me féliciter du fait que les 3 personnes qui étaient en contrôle judiciaire vont pouvoir dormir avec leurs enfants et leurs femmes dans leur foyer. C'est bien la preuve que le verdict a été mesuré et qu'il a examiné le rôle de chacun. Et lorsque le rôle était prédominant en tant que co-auteur, la peine était à la hauteur de cette implication. Et pour ce qui est des complices, ils étaient également punis de la peine à perpétuité avec une période de sûreté allant du 2/3 jusqu'au 22 pour ce qui est par exemple de Mohamed Abrini. Et on ne peut pas aujourd'hui dire, et je vois mal ces conseils, essayer de développer ou de défendre l'absence de la connaissance de ce projet terroriste dans lequel Mohamed Abrini était inséré depuis le début. Et la Cour, avec des preuves, a apporté ces éléments. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Samia Maktouf. On va retrouver tout de suite Bruno Poncet, un des rescapés du Bataclan. Merci d'être en direct avec nous. Je précise que vous avez un collier vert autour du cou. Un collier vert, ça veut dire que vous acceptez de répondre aux médias. Pendant ces 10 mois, il y avait des victimes qui étaient au tribunal. Ceux qui portaient un collier vert, cela voulait dire qu'ils étaient d'accord pour répondre aux médias. Ceux qui portaient un collier rouge, ça voulait dire qu'ils préféraient garder le silence sur leur souffrance ou qu'ils ne considéraient pas qu'il y avait une utilité pour répondre aux médias. Donc merci, vous l'avez fait tout au long de ces 10 mois et vous continuez ce soir. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir ? Un vrai soulagement parce que c'est la fin. Parce qu'on a enfin fini ce procès fleuve et on va pouvoir peut-être un peu retourner à notre quotidien demain, à partir de demain en tout cas, mais vraiment un vrai soulagement. Après pour moi le verdict c'était un peu anecdotique, j'étais pas là pour ça parce que réellement j'ai laissé la justice professionnelle faire son travail, moi j'étais pas du tout compétent là-dedans, mais en attendant pour moi le procès étant fini, on va enfin pouvoir passer à autre chose. Vous êtes venu très régulièrement aux audiences. Vous avez le sentiment que le droit l'a emporté ce soir dans le verdict ? Ouais, je pense que
que la France a apporté une réponse juste et démocratique, avec un procès qui est quand même équitable. Et contrairement par exemple aux États-Unis qui eux n'ont toujours pas fait de procès du 11 septembre, nous, moins de 7 ans après les attentats, on a un procès. Et je pense et j'espère que les accusés ont été jugés à la hauteur de ce qu'ils avaient fait. Et je pense aujourd'hui qu'on peut commencer à passer à autre chose, parce que la réponse à la barbarie que la France a apportée, c'était certainement la seule qu'il devait faire, c'est-à-dire un peu de justice et de la démocratie. Et effectivement, vous avez parlé à d'autres victimes ce soir. Qu'est-ce que vous avez échangé avec eux? Comment est-ce qu'ils ont pris cela? Alors, on est un peu dans deux camps. C'est-à-dire qu'il y a les camps comme le camp de ceux comme moi qui étaient impatients que ça s'arrête, qui ont envie de reprendre une vie presque normale si c'est possible. Et puis vous avez le camp de ceux qui ont qui ont une vraie peur du vide, parce que ce procès a occupé nos vies pendant 10 mois, parce qu'on a créé une communauté ici où on se sentait bien entre nous, où des fois, même moi, je suis venu ici des fois plus pour voir mes amis que pour entendre les débats quand c'était pas tellement intéressant. Enfin voilà. Et j'ai pas mal d'amis ce soir qui sont partie civile comme moi, qui se posent la question de l'après. Alors moi j'ai la chance d'avoir des choses à faire, mais je sais que j'ai des amis qui n'ont pas cette chance-là pour l'instant, et il y a une vraie peur. Et donc effectivement, là le procès vient de se finir, le verdict vient de tomber, et l'après pour certains est quand même une vraie peur. Oui, il y a une forme de décompression après, même si ces 10 mois ont été très difficiles. Comment vous avez pris les derniers mots d'Abdeslam, sa défense évolutive, variable, qui a changé? C'est un peu le problème, c'est-à-dire que Salah Abdeslam, aujourd'hui, je ne sais pas à quel moment on peut croire ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'entre le premier jour où il dit qu'il est un combattant de l'État islamique, et puis à la fin il n'a jamais eu vraiment de regrets et de remords. Et à la fin, il nous explique, une fois qu'il a dit qu'il était maltraité en prison, il nous explique que la France se délite et que la France a perdu ses valeurs. Voilà, c'est un personnage d'une trentaine d'années qui est peut-être pas fini intellectuellement ni psychologiquement, qui est pas encore accompli. Et donc des fois, je pense que ses paroles sont pas toujours à la hauteur de ce qu'il pourrait dire. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense que là, il part pour de nombreuses années en prison. Moi, je sais que j'ai des amis qui vont être contents qu'ils dorment en prison et en étant sûrs qu'ils reviennent, qu'ils n'en sortent pas. Donc voilà, mais c'est vrai que Salah Abdeslam, on en a fait le personnage central de ce procès parce qu'évidemment, c'est le seul survivant du commando, mais c'est pas forcément la personne la plus intéressante des accusés. Bien sûr. Qu'est-ce que ça vous a fait de pouvoir parler aux médias tout au long de ce procès? Mais, moi, je me suis mis très rapidement, vous l'avez vu dans mes autres fonctions, je suis souvent dans les médias, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je pense réellement que si je peux, je le ferai. Je pense que pour entretenir la mémoire de ceux qui sont partis et de ceux qui sont blessés, je pense qu'il est important que ceux qui peuvent et ceux qui veulent puissent témoigner. Que ce soit avec vous dans les médias, que ce soit dans des milieux scolaires, dans des milieux carcéraux. Je pense que c'est notre rôle à nous de perpétuer l'histoire de ceux qui sont partis et de ceux qui sont blessés. Là, pendant 10 mois, on a pu honorer la mémoire de ceux qui étaient partis sur plein de fois différentes. Mais là, vraiment, moi, je pense que mon rôle à moi, tant que je pourrais le faire, ça sera aussi de continuer ça, de raconter l'histoire telle qu'elle est, d'une façon peut-être des fois brutale, mais qui permettra réellement aux gens de comprendre ce qui s'est passé, et surtout peut-être que ça ne se reproduise jamais et qu'on n'arrive jamais à idolâtrer ni à vouloir ressembler aux gens qui étaient dans le box ce soir. Vous dormirez mieux à partir de ce soir? Vous avez le sentiment que c'est un nouvel équilibre que vous allez trouver? Je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour redescendre, mais oui, dormir mieux, ça fait 7 ans que je dors pas très bien. J'ai perdu mon sommeil depuis 7 ans, c'est pas très grave. C'est pas le pire qui pouvait. C'est pas très grave non plus, mais vraiment, il y a besoin. Je pense que mon sommeil, oui, peut-être que j'aurai une espèce de décompression bientôt avec peut-être un peu plus de sommeil, mais surtout, il y a aussi un sentiment un peu de liberté. J'ai l'impression que j'ai récupéré un peu ma liberté, j'ai récupéré un peu ma vie, que j'avais mis en suspens pendant 10 mois, et c'est surtout ce sentiment-là. Après, j'espère que mon sommeil reviendra, mais bon, ça fait 7 ans que je l'ai perdu, et pour l'instant, il ne revient jamais. Bruno Poncet, vous savez que ce procès était filmé pour l'histoire. Vous avez hâte que les Français puissent le voir? Le problème, c'est qu'il va falloir des dizaines d'années, je crois, avant qu'ils aient accès aux images, à moins qu'il y ait, je crois, un travail de recherche qui soit fait. C'est dommage, mais oui, je pense...
Moi qui ai toujours été un passionné d'histoire, quand je regarde le procès d'Yalta, je trouve ça assez extraordinaire. Donc je me dis que ce procès-là qui est extraordinaire, peut-être qu'il servira aux générations futures. Ou alors j'espère que ça sera une preuve d'un passé révolu, ça serait encore mieux. Si c'était la preuve d'un passé révolu, qu'il n'y ait plus jamais de terrorisme et qu'on fasse voir aux jeunes, enfin aux jeunes du futur que voilà ce qui est arrivé, ça serait encore mieux. Mais bon, j'ai bien peur que malheureusement on n'en ait pas fini avec la barbarie. Mais c'est vrai que si ça pouvait être juste un témoignage de l'histoire et pas quelque chose qui continue, ça serait encore mieux. Ouais. Et vous avez autour de vous, ça a continué à bouger dans les salles du tribunal, des avocats des accusés qui annoncent peut-être qu'ils vont faire appel, d'autres, peut-être le parquet pourra-t-il faire appel sur des condamnations, tout cela, c'est-à-dire que c'est pas complètement fini, c'est une première décision, et en justice, ça peut aller encore, ça peut durer encore longtemps, pour respecter bien sûr tous les appels possibles. Non, c'est fini pour moi. Moi, j'ai passé 10 mois, j'ai fait le procès que je voulais faire, j'ai mis ma vie en suspens pendant 10 mois. Voilà. Ce soir, je suis une victime d'attentat à la retraite et je suis une partie civile à la retraite aussi. S'il y a procès en appel, s'il y a d'autres procès, moi, ça ne me concernera pas. Je lirai dans la presse, évidemment, parce que je regarderai vos émissions si vous en parlez. Mais par contre, moi, je ne viendrai plus participer à ça parce que je crois que j'en ai assez fait. Merci beaucoup. Et on comprend bien sûr, évidemment, tout ce que vous pouvez ressentir. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce soir. Merci. Raphaël Maillochon, revenons sur ce verdict, donc, dont la lecture a été très longue. Et évidemment, le déroulement du procès a été très long également. Qu'est-ce qui est notable? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'au contraire, il n'y en a aucune? Comment est-ce que vous le jugez? Comment est-ce que vous l'évaluez? Lecture de verdict d'ailleurs qui a été longue, mais le président de cette cour d'assises spécialement composée a fait un résumé des 120 pages qui ont été rédigées. Il sera intéressant dans les prochaines heures, dans les prochains jours de le lire. Alors sur les 20 accusés qui étaient donc dans ce procès, eh bien, ils ont été condamnés à des peines qui vont de 2 ans de prison jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. C'est le cas pour, notamment, on l'a dit, pour Salah Abdeslam, mais également pour d'autres personnages de ce procès. Je pense par exemple aux frères Klein, Fabien et Jean-Michel Klein, qui ont été jugés en leur absence car ils sont, on le rappelle, présumés morts. Donc c'est un procès qui avait lancé l'appel et revendiqué. Depuis Raqqa. C'est ce qu'on imaginait, en tout cas, depuis Raqqa, qui ont revendiqué cet attentat au nom de Daesh. Donc, toutes ces condamnations, je rappelle, on insiste beaucoup depuis tout à l'heure, la perpétuité incompressible, c'est la peine la plus lourde prévue par le code pénal français. Très concrètement, aucun aménagement de peine possible. Il faudra attendre 30 ans pour formuler une demande de remise en liberté qui sera étudiée par 5 magistrats professionnels. Donc, ce qu'il faut retenir effectivement dans toutes ces condamnations, c'est que le président a commencé en disant que pour 19 des 20 accusés, ils allaient suivre les réquisitions. Il y a une personne qui a eu une peine moins lourde que ce qui avait été requis. C'est notamment Farid Karchkash. Donc une peine de 6 ans avait été demandée à l'encontre de ce belgeo-marocain de 39 ans pour avoir confectionné de faux papiers, des cartes d'identité, des passeports pour toute la cellule djihadiste. Sans savoir, c'est en tout cas ce que lui avait juré lorsqu'il avait pris la parole, il a écopé de 2 ans de prison. Pour tous les autres, ce sont des peines qui vont de 2 ans pour Farid Karchkash jusqu'à la peine à réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Qu'est-ce qu'on a appris pendant ce procès? Parce qu'il est resté tellement de mystères. Et par exemple, lorsque Abdeslam dit en fait, j'ai renoncé à me faire sauter par décision, après avoir gardé le silence, après avoir évolué dans toute sa défense. Qu'est-ce qu'on a appris sur les donneurs d'ordre, sur la façon dont s'est déroulée l'opération, sur l'implication de chacun? Est-ce qu'on en sort, je ne parle pas seulement de la résilience des victimes, mais est-ce qu'on en sort avec plus d'informations, plus de compréhension de ce qui s'est passé? J'ai envie de dire non, parce qu'on a entendu toutes ces victimes, en tout cas sur notre antenne depuis tout à l'heure, qui justifiaient le fait que c'est un procès qui s'est tenu quasiment 7 ans après les faits, que nous savions déjà tout, que les débats ont été très longs, 10 mois d'audience, 148 jours d'audience dans cette cour d'assises spécialement composée. Ce que l'on apprend, c'est que nous avons entendu publiquement, cette fois-ci, la parole des accusés, notamment la parole de Salah Abdeslam,
et d'autres. Mais je reviens sur Salah Abdeslam et sa technique, en tout cas de défense. D'abord, il nous dit qu'il est un combattant de l'État islamique. Ensuite, il formule des excuses. Il précise même, on a envie de dire avec humanité, qu'il a renoncé à se faire sauter car sa ceinture explosive, dit-il, ne fonctionnait pas. Ce que l'on apprend aujourd'hui, c'est que cette ceinture, visiblement fonctionnait, mais ne fonctionnait pas, mais qu'il avait tout simplement prévu effectivement de bien se faire exploser sur une terrasse du nord de la capitale. Des réponses, il y aura ces futurs procès, on l'imagine, avec cet appel qui va être interjeté. Voilà, c'était l'information principale de la soirée, bien sûr. Et Éric Brunet revient là-dessus, sur ce procès historique, ce verdict historique, avec tous les témoignages et tous les commentaires de Éric et Julie Hamet.